Est-ce que vous pensez qu'il a modifié son apparence d'une quelconque manière? Encore une fois, je ne sais pas. L'avez-vous cité quelque part? Y a-t-il eu des informations fiables? Non. Le 7 novembre 1974, la haute société londonienne a été ébranlée par la violence, le scandale et la mystérieuse disparition d'un homme qui semblait intouchable. Lord Lucan, joueur, aristocrate et héritier de l'un des plus anciens titres de Grande-Bretagne, a disparu du jour au lendemain après avoir été désigné comme le principal suspect dans un meurtre brutal. Pendant des décennies, son histoire a été enveloppée de mythes, de spéculations et de déni. Après 49 ans, le mystère de Lord Lucan est enfin résolu. Et c'est bien pire que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement d'une reconstitution d'un crime. Il s'agit du dénouement de l'une des énigmes les plus persistantes de l'histoire moderne. La nuit du 7 novembre 1974. C'était un jeudi soir à Belgravia, l'un des quartiers les plus riches de Londres, où les maisons de ville géorgiennes étaient les emblèmes de la richesse et du pouvoir aristocratique. Au 46 Lower Belgrave Street, dans la maison de John Bingham, 7e comte de Lucan, la tragédie se déroulait dans le silence et l'ombre. Sandra Rivet, la nounou des enfants, est descendue dans la cuisine du sous-sol peu après 21 heures pour faire du thé. Elle travaillait pour la famille Lucan depuis seulement quelques semaines. Une jeune femme calme et fiable qui s'était rapprochée des enfants et avait soulagé un peu la tension de leur foyer en difficulté. Lorsqu'elle a allumé la lumière de la cuisine, celle-ci n'a pas fonctionné. Au lieu de la lueur attendue, l'obscurité a enveloppé l'étroite pièce. C'est dans cette obscurité qu'un homme attendait, une arme à la main. L'attaque a été soudaine, brutale et impitoyable. Sandra a été frappée à plusieurs reprises à la tête avec un tuyau de plomb enveloppé dans un bandage de plâtre. Les coups ont fracassé son crâne avec une précision calculée, la laissant sans vie sur le sol du sous-sol. Son corps a été fourré dans un sac postal, dissimulé comme si sa mort pouvait être cachée comme du courrier indésirable. À l'étage, la maisonnée continuait sans se douter de l'horreur qui se déroulait en bas. Quelque temps plus tard, Véronica, la femme de Lord Lucan, alertée par le calme inhabituel qui l'entourait, se rendit à la cuisine à la recherche de Sandra. Une attaque inattendue a failli la submerger. Pourtant, l'instinct de survie a surgi. Elle s'est défendue, cherchant désespérément tout ce qui pourrait désarmer son assaillant. Sa main s'est refermée sur ses parties génitales. Il a reculé, et à cet instant, elle a vu clairement son visage. L'agresseur était son mari, Lord Lucan. Lucan n'avait pas parlé comme un étranger. Son silence était glaçant, son intention indubitable. Lady Lucan a raconté plus tard comment il avait essayé de se ressaisir, suggérant des solutions invraisemblables. Il lui a offert des pilules, suggérant qu'elle se repose et se rétablisse, un geste moins de réconfort que de manipulation. Mais Véronica, ensanglantée et hébétée, savait que son seul espoir résidait dans une fuite. Elle s'est libérée, ses pieds nus martelant le trottoir alors qu'elle courait dans l'air froid de novembre. La police a envahi Belgravia. Le corps de Sandra Rivet a été retrouvé dans le sous-sol, dissimulé et battu au-delà de tout espoir. Du sang a éclaboussé l'escalier, témoignant du chaos de la lutte de Véronica, et Lord Lucan, joueur, aristocrate, mari, père, maintenant principal suspect, avait disparu. Au matin, les journaux criaient au scandale. Père du royaume, recherché pour meurtre. La chasse à Lord Lucan avait commencé. Mais déjà, l'affaire était plus qu'un crime. C'était une rupture dans le tissu social britannique. Un aristocrate, le symbole même du privilège héréditaire, était accusé de meurtre. Au soir, il était devenu non seulement un suspect, mais une légende.
la création de Lord Lucan. Pour comprendre le poids de cette nuit-là, il faut comprendre l'homme lui-même. John Bingham, né en 1934, était l'héritier du titre de comte de Lucan, un titre ancien, imprégné de siècles de tradition. d'Eton College à sa commission d'officier dans les Coldstream Guards, il incarnait les attentes de la Grande-Bretagne aristocratique. Grand, athlétique et indéniablement beau, il dégageait du charme. Pourtant, sous la surface, Lucan était rongé par le risque. Il est devenu joueur professionnel, une voie rare pour un père du royaume. Au Claremont Club de Mayfair, il s'est plongé dans le baccarat et le chemin de fer, des jeux de hasard pratiqués sous des lustres et des tentures de velours. Le Claremont n'était pas un vulgaire tripot. C'était un monde privé où les aristocrates et les millionnaires se mêlaient aux financiers et aux aventuriers, régenté par John Aspinall, un ami proche de Lucan, aussi célèbre pour ses tables de jeu que pour les animaux exotiques qu'il gardait dans son zoo privé. Lucan n'était pas un joueur occasionnel. Le jeu est devenu son gagne-pain et sa dépendance. Il projetait l'image du succès, les costumes sur mesure, le charme poli, le sentiment d'appartenir à un cercle rare. Mais derrière cette façade, ses pertes s'accumulaient. Sa fortune, autrefois formidable, s'amenuisait. Il empruntait, se déménait et continuait à jouer. Comme un homme courant après des ombres, il croyait que la prochaine main, la prochaine nuit, le prochain pari rétablirait sa situation. Son goût du risque s'étendait au-delà de la table de jeu. Il a investi dans les courses de hors-bord, un sport aussi dangereux que glamour. Il a acheté un bateau qu'il a baptisé White Migrant et a même engagé des caméramens pour filmer ce qu'il croyait être son triomphe inévitable. Au lieu de cela, la catastrophe a frappé. Lors d'une course en 1972, son bateau a coulé. Il n'était pas assuré. Le spectacle de la victoire est devenu un symbole de ruine. Pourtant, aux yeux de la société, Lucan conservait son éclat. En 1963, il a épousé Veronica Duncan, une jeune femme d'une beauté saisissante dont les origines bourgeoises faisaient de son entrée dans la pairie un conte de fées. Leurs premières années ont été dorées par le glamour. Lucan filmait leurs enfants en train de jouer, leurs vacances en famille, leurs moments de bonheur apparents. Derrière l'objectif, cependant, la réalité était plus sombre. Le mariage aristocratique, loin d'être une union d'égaux, est devenu une arène de pouvoir et de soumission. Et au fil des ans, l'union s'est aigrie. Un mariage en ruine. Le récit de Veronica sur son mariage brosse le portrait d'une guerre psychologique. Lucan était soi-disant contrôlant, manipulateur et parfois violent. La maison elle-même reflétait la fracture. Lucan occupait un côté du mariage, Veronica l'autre, avec leurs enfants au milieu et des nounous qui tournaient à travers la porte tournante de la tension. Sandra Rivet n'était pas la première à être témoin de la tourmente. Elle était simplement la dernière. L'effondrement a été rendu public par les tribunaux. Lucan a cherché à dépeindre Veronica comme mentalement inapte, une mère déséquilibrée, incapable de s'occuper de leurs enfants. Il a secrètement enregistré ses accès émotionnels, présentant les bandes comme preuve. Il aurait persuadé des médecins de la médicamenter lourdement, poussant le récit de la psychose. Mais sous l'examen, la résilience de Veronica a prévalu. Les juges se sont rangés à ses côtés, lui accordant la garde des enfants. Lucan s'est vu accorder un droit de visite, mais sa domination a été brisée. Pour Lucan, c'était intolérable. Il avait perdu son mariage, son foyer et sa position de patriarche. La ruine financière le pressait également. Ses dettes de jeu étaient immenses, sa fortune épuisée par les frais juridiques. Son autorité aristocratique, autrefois considérée comme allant de soi, s'effondrait autour de lui. En 1974, John Bingham était un homme acculé par ses propres appétits
et ses échecs. Pour celui qui avait vécu une vie de privilèges, de contrôle et de droit, la chute était catastrophique. Et dans l'ombre de Belgravia, le 7 novembre, les conséquences de cet effondrement ont éclaté dans le sang. Le meurtre et la fuite. Sandra Rivet travaillait dans la maison de Lucan depuis un peu plus de 2 mois, lorsque sa vie a été brutalement interrompue. Elle avait travaillé tranquillement et efficacement, devenant une présence stable dans le chaos de la maison. Ce soir de novembre, elle a proposé de faire du thé pour Lady Lucan, un simple acte de gentillesse qui s'est transformé en son dernier geste. Quelques minutes plus tard, elle était prise en embuscade dans le sous-sol, frappée à plusieurs reprises avec un tuyau de plomb recouvert de plâtre. Son tueur a ensuite fourré son corps dans un sac de toile et l'a laissé caché comme une simple réflexion. La maison était sombre et Veronica Lucan, inconsciente de l'horreur qui se déroulait en bas, descendit les escaliers pour enquêter. Là, elle a été accueillie non pas par sa femme de chambre, mais par une soudaine attaque violente. La même arme qui avait mis fin à la vie de Sandra s'est abattue sur elle. Elle a titubé sous les coups, blessée et désorientée, mais sa volonté de survivre a refusé de se briser. Malgré la douleur et la panique, elle s'est défendue. Et lorsque la force brute lui a fait défaut, elle s'est tournée vers les mots. Elle s'est adressée directement à son mari, faisant appel non pas à sa pitié, mais à son sens de la logique et du contrôle. Plus tard, elle se souvient lui avoir dit « Sandra a peu d'amis. Personne ne s'apercevra de son absence. Je peux rester dans la maison jusqu'à ce que mes blessures soient guéries. » Ces mots étaient calculés, choisis non pas pour la réconforter, mais pour la manipuler. Ils reflétaient la compréhension de Veronica de la psychologie de son mari, son obsession des apparences, sa peur du déshonneur. Pendant un instant, Lucan a semblé accepter ce fragile marché. Il aurait même tenté de la persuader de prendre des somnifères, une suggestion qui comportait ses propres implications sinistres. Mais Veronica n'était pas dupe. L'occasion qu'elle attendait s'est présentée soudainement et elle l'a saisie. Ensanglantée et désespérée, elle s'est enfuie dans la nuit, trébuchant vers la sécurité. Les voisins ont été surpris par son apparence et la police a rapidement été appelée. Au moment où les autorités ont atteint la maison, cependant, Lucan avait disparu. Sa Ford Corsair empruntée a été retrouvée plus tard abandonnée près de New Haven, sa sellerie tachée de sang. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres adressées à des amis proches. Les notes insistaient sur son innocence, remplies de protestations de désespoir et de références à la bataille pour la garde de ses enfants, qu'il avait consumée. Pourtant, elles ressemblaient moins aux paroles d'un homme ayant l'intention de prouver la vérité qu'à celles d'un homme se préparant à disparaître. Dès la découverte de sa voiture, les spéculations ont commencé à se répandre. Lord Lucan, acculé par le scandale et la honte, s'était-il jeté à la mer pour connaître une fin de noble? Ou avait-il embarqué sur un ferry sous le couvert de l'obscurité, traversant la Manche pour commencer une vie d'ombre en exil? La chasse à l'homme qui a suivi ne ressemblait à aucune autre. Les journaux se sont emparés de l'histoire, le public a dévoré chaque rumeur, et la police s'est retrouvée non seulement à poursuivre un suspect, mais aussi à traquer un fantôme. Un monde à la chasse. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, la recherche de Lord Lucan s'est étendue bien au-delà des rues tranquilles de Belgravia. Son titre, sa notoriété et la brutalité du crime ont fait en sorte que l'histoire ne puisse pas rester confinée à Londres. En quelques mois, des signalements ont commencé à être rapportés dans le monde entier. Des villages ruraux d'Irlande aux côtes animées d'Afrique du Sud, chaque affirmation portait la même possibilité alléchante que l'aristocrate fugitif ait survécu, se soit caché et se soit adapté. La poursuite mondiale a pris son propre rythme. La police a suivi de fausses pistes à travers les continents. Les journalistes ont poursuivi des rumeurs avec une détermination fébrile, et les détectives privés ont fait fortune en alimentant la frénésie.
Chaque nouvelle affirmation, aussi douteuse soit-elle, était imprimée avec un éclat sensationnel, garantissant que le nom de Lord Lucan restait à la une des journaux. Les faits étaient cumulatifs. Au fil du temps, il n'était plus seulement un homme soupçonné de meurtre. Il est devenu une légende, une histoire de fantôme moderne de l'élite britannique. Le mythe le dépeignait comme beaucoup de choses à la fois. Le charmant fugitif entretenu par des amis haut placés, l'aristocrate tragique ruiné par ses vices, l'astucieux filou déjouant les forces de l'ordre à chaque tournant. Sa survie était évoquée avec fascination plutôt qu'avec horreur, comme si le crime qu'il avait précipité avait été oublié dans la brume des ragots. Les contradictions s'accumulaient sur les contradictions, mais aucune n'était définitive. L'absence de preuve est devenue aussi puissante que la preuve elle-même. Et alors que les années s'étiraient en décennies, l'absence de Lord Lucan est devenue non pas un simple trou dans l'histoire, mais une conspiration durable, le silence de la famille et la protection de la société. La disparition de Lucan a révélé bien plus que la capacité d'un seul homme à échapper à la justice. Elle a mis en lumière les privilèges de classe, la solidarité des échelons supérieurs et le profond déséquilibre entre le pouvoir et la responsabilité. Dès les premiers jours, son cercle social a semblé moins intéressé à aider les enquêteurs qu'à protéger leur ami. Les questions se sont heurtées au silence. Les soupçons se sont heurtés à l'indignation. L'aristocratie a serré les rangs comme si elle se protégeait elle-même plutôt que de chercher la vérité. Les rumeurs ont fleuri. Certains ont affirmé que Lucan avait été abrité par des associés, déplacé discrètement entre des propriétés de campagne et des maisons de ville londoniennes. Pour Veronica et ses enfants, les conséquences ont été catastrophiques. Les tribunaux sont devenus des champs de bataille, alors qu'elle cherchait à obtenir la garde des enfants, tout en faisant face au poids du scandale. La famille s'est fracturée, les enfants pris entre le traumatisme et le silence. Ils ont été protégés de la presse, mais la protection a eu un prix. L'isolement. Les privilèges ont préservé leur vie privée, même si cela a faussé la vérité. Ce qui restait indubitable, c'était le deux poids, deux mesures. Pour les hommes ordinaires, la fuite aurait été impensable. Le filet de la justice se serait refermé rapidement, sans indulgence ni hésitation. Mais pour un père du royaume, des portes se sont ouvertes là où d'autres ont trouvé des murs. Des refuges sont apparus là où des fugitifs auraient rencontré des portes verrouillées. Le silence pouvait s'acheter, la loyauté se garantir et la justice se retarder commodément. Le système n'était pas impartial. Il s'est incliné sous le poids des titres et des fortunes. La justice n'était pas seulement aveugle dans cette affaire. Elle était enchaînée, bâillonnée et tenue à distance par l'influence, les conspirations et les dissimulations. Au fil du temps, la spéculation s'est transformée en une véritable industrie de théories. Certains ont soutenu que Lucan s'était noyé quelques heures après son évasion, son corps étant revendiqué par les eaux froides de la Manche. L'idée qu'il vive tranquillement en Afrique ou en Amérique du Sud sous une fausse identité est devenue un motif récurrent. Des rumeurs se sont répandues sur l'implication du milieu criminel. Les dettes de jeu de Lucan lui avaient-elles valu autant de protection qu'elles avaient causé sa chute? Des personnalités puissantes assuraient-elles sa survie, non pas par amitié, mais par intérêt commun à éviter le scandale? Au fil des années, les soupçons se sont de plus en plus portés sur l'aristocratie elle-même. Pourquoi ses compagnons les plus proches l'avaient-ils défendu avec autant de véhémence? Pourquoi des pistes d'enquête évidentes s'étaient-elles refroidies si rapidement? Se pourrait-il que l'establishment britannique ait en fait serré les rangs pour protéger l'un des siens, faisant en sorte que Lord Lucan devienne moins un homme recherché qu'un secret protégé? Pendant des décennies, les autorités ont rejeté ces théories comme des fantasmes.
les inventions illusoires de journalistes complotistes et de sensationnalistes. Pourtant, plus Lucan restait absent, moins ses rejets devenaient convaincants. Le vide laissé par sa disparition est devenu un terrain fertile pour les soupçons. Et dans ce soupçon, son histoire a évolué. Il n'était plus seulement un aristocrate disparu. Il était devenu le symbole de quelque chose de plus grand. Un privilège sans retenue, une justice refusée, des secrets soigneusement enfouis sous des couches de richesse et de loyauté. Et puis, près d'un demi-siècle après cette nuit fatidique, le silence a commencé à se fissurer. Une révélation a fait surface, une révélation qui menaçait de défaire le mystère et de modifier la légende qui persistait depuis des générations. Le fantôme de Lord Lucan était sur le point d'être confronté à la possibilité de la vérité. 49 ans de silence. Pendant près d'un demi-siècle, le nom de Lord Lucan a plané comme un fantôme sur les annales du crime britannique. Son histoire était plus qu'un titre de journal, plus qu'une légende murmurée dans des pubs enfumées ou le sujet de documentaires télévisés spéculatifs. C'était une plaie ouverte qui ne s'est jamais cicatrisée, maintenue à vif par chaque faux signalement, chaque affirmation sensationnelle et chaque promesse de la presse à sensation d'une réponse finale qui n'est jamais venue. Le mystère était alimenté par des contradictions. D'un côté, il y avait la théorie populaire du suicide, selon laquelle Lucan, désespéré et déshonoré, s'était jeté dans la Manche cette nuit fatidique de novembre 1975. De l'autre, il y avait des rumeurs sans fin d'évasion, de vie secrète à l'étranger, d'alliés riches l'emmenant dans des coins cachés du globe. La vérité n'a jamais fait surface, et le silence s'est donc approfondi, année après année, jusqu'à devenir sa propre forme de tourment. Les enquêteurs ont traqué chaque lueur de possibilité. Des ossements découverts aux quatre coins du monde ont été testés par rapport à l'ADN de Lucan, mais les résultats sont revenus non concluants. Ce qui pesait sur l'imagination du public, ce n'était pas seulement la possibilité de la survie de Lucan, mais la nature de cette survie. Avait-il disparu dans l'anonymat d'une fosse commune, non reconnue et sans deuil? S'était-il glissé dans une nouvelle vie sous une fausse identité, côtoyant des inconnus qui n'ont jamais deviné la vérité? Ou pire, vivait-il parmi les personnes mêmes qu'il appelait autrefois amis, protégés par un réseau clandestin d'aristocrates et de criminels peu disposés à voir l'un des leurs traduit en justice? Le silence est devenu monstrueux, non pas à cause de ce qu'il révélait, mais à cause de ce qu'il dissimulait. Lucan est devenu moins un homme qu'une ombre, un point d'interrogation qui hantait la psyché britannique. Les journaux sont revenus sur lui lors des anniversaires. Les biographes ont tenté de retracer ses pas, et pourtant la réponse s'est toujours dérobée. L'histoire semblait vouée à ne jamais trouver sa fin jusqu'à ce que, près de 5 décennies plus tard, une révélation émerge qui a menacé de défaire le mythe soigneusement entretenu. Une seule voix parlant de l'extérieur des frontières de la Grande-Bretagne a percé le silence et, avec elle, la vérité a commencé à faire surface. Une vérité bien plus sombre que quiconque n'avait été préparé à imaginer. La percée. La révélation tant attendue n'est pas venue de Scotland Yard, ni de preuves médico-légales nouvellement découvertes en Grande-Bretagne. Au lieu de cela, elle est venue d'une source inattendue à l'étranger, sous la forme d'un témoignage qui allait ébranler les fondations de toute l'affaire. Lady Edith Monan, l'épouse du célèbre fugitif Lord Anthony Monan, s'est présentée avec un récit à la fois surprenant dans les détails et glaçant dans l'implication. Selon Edith, Lucan ne s'était pas noyé dans le désespoir en 1974. Au lieu de cela, il était vivant et bien portant une décennie plus tard. Elle a raconté qu'au milieu des années 1980, alors qu'elle vivait aux Philippines,
Son mari lui avait présenté un homme qu'on lui avait dit être un aristocrate anglais, voyageant sous une fausse identité. Cet homme, elle l'a réalisé plus tard, était Lord Lucan. Cela réécrit l'histoire. À Manille, Lucan avait obtenu un faux passeport sous le nom de Richard Bingham, fabriqué à partir de l'acte de décès d'un enfant décédé des années auparavant. Edith se souvenait de la précision avec laquelle l'identité avait été construite, de la facilité avec laquelle Lucan se comportait sous le faux nom, et de la façon dont il parlait, poli, délibéré, indubitablement britannique. Ses souvenirs de lui étaient vifs. Lucan n'apparaissait pas comme un fugitif désespéré, se cachant par peur d'être découvert. Au lieu de cela, il était posé, charmant et, plus inquiétant encore, protégé. Edith se serait souvenue de soirées où il conversait sans effort avec des invités, son accent le distinguant, son attitude suggérant non pas un homme en fuite, mais un homme qui avait échangé une vie en Angleterre contre une vie en exil, en sécurité, sinon luxueuse. Il a également laissé des jetons, comme si l'histoire qu'il portait pourrait un jour exiger des preuves. Parmi ceux-ci, il y avait une mèche de ses cheveux et un collier qu'il lui avait confié. De petits artefacts tangibles qui, des décennies plus tard, pourraient servir de preuves médico-légales. Ces objets ont transformé son témoignage de rumeur en révélation. Ils ont fourni non seulement un récit, mais aussi des traces matérielles de l'existence continue de Lucan. Ce qu'Edith a décrit n'était pas la figure tragique d'un noble déshonoré, incapable de vivre avec son crime. Il s'agissait plutôt du portrait d'un homme soutenu par des réseaux puissants, se déplaçant en toute impunité dans des cercles où la richesse, la corruption et les privilèges aristocratiques se croisaient. Il ne s'était pas perdu dans les vagues de la Manche. Il vivait au cœur de l'Asie du Sud-Est, soutenu et protégé par ceux qui avaient toutes les raisons de protéger l'un des leurs. Son témoignage a brisé des décennies de spéculation. Cela a révélé que Lucan avait vécu longtemps après la nuit du meurtre de Sandra Rivet, aidé par des personnes qui accordaient plus de valeur à la loyauté envers la classe et le privilège qu'aux exigences de la justice. Cela a également révélé que le mystère n'avait jamais été une énigme non résolue, mais un mensonge soigneusement construit. Et avec cela, l'affaire, après 49 ans de silence, ne concernait plus simplement un homme disparu. Elle est devenue une mise en accusation de la société qui avait permis sa disparition. La révélation finale. La vérité sur Lord Lucan n'est pas le conte que le public avait été encouragé à croire. Ce n'est pas l'histoire d'un homme brisé, poussé au désespoir et au suicide, ni celle d'une figure noble tragiquement ruinée par le destin. C'est l'histoire d'un homme qui a échappé à la justice, aidé par le privilège, la criminalité et la trahison. La vie de Lucan après 1974 n'a pas été vécue dans la peur, mais dans la dissimulation calculée. Avec de faux documents, le soutien de réseaux criminels et la protection silencieuse de cercles aristocratiques, il a navigué dans les fissures de la répression internationale. Pendant que le monde spéculait, il aurait vécu comme un autre homme. Pendant que les journaux débattaient de son sort, il se déplaçait librement sous un faux nom. Et pendant que le meurtre de Sandra Rivet restait officiellement non résolu, il respirait loin du tribunal qui aurait dû le juger. Ce qui ressort du témoignage d'Edith Monan, c'est la dénonciation d'un système plutôt que la résolution d'un mystère. Lucan n'a pas simplement échappé à la justice par hasard ou par ruse. Il a été aidé. Il a été protégé par un nœud de richesse et de corruption qui avait les ressources et l'influence nécessaires pour faire taire les questions et entraver les enquêtes. La police a échoué, non pas simplement parce qu'il a disparu, mais parce que le tissu même du privilège l'a protégé de la responsabilité. La mèche de cheveux, le faux passeport, le témoignage oculaire. Ces fragments ne sont pas seulement des preuves de survie,
Ce sont des preuves de complicité. Ils démontrent que le public a été trompé pendant des décennies, nourri du récit réconfortant du suicide, tandis que la machinerie du pouvoir assurait la survie continue de Lucan. Ils montrent comment les institutions conçues pour rechercher la justice ont été tordues, obstruées ou ignorées afin de protéger un homme au détriment de la vérité. Cette révélation fait plus que résoudre l'énigme de Lord Lucan. Elle force à une prise de conscience avec la société qui lui a permis d'échapper à la justice pendant près d'un demi-siècle. L'histoire n'est pas celle d'une tragédie personnelle, mais d'une corruption systémique. Il s'agit de la façon dont le privilège a isolé un homme des conséquences de son crime, de la façon dont la loyauté à la classe pouvait éclipser les exigences de la justice et de la façon dont le meurtre d'une jeune femme a été éclipsé par la détermination à préserver la réputation d'une famille noble. La révélation que Lucan a vécue ne fait pas que clore son histoire. Elle recentre la sienne. Elle oblige à reconnaître que le silence de 49 ans ne portait pas seulement sur l'absence d'un seul homme, mais sur l'effacement délibéré de la justice pour une femme dont la mort a été enterrée sous le privilège. En fin de compte, la vérité n'est pas que Lucan était perdu, mais qu'il a été retrouvé et protégé. Le mystère, autrefois considéré comme insoluble, est résolu d'une manière qui met en accusation non seulement l'homme, mais la société qui l'a protégé. Et dans cette mise en accusation réside la révélation la plus sombre de toutes. Cela réécrit l'histoire, non pas pour glorifier Lucan comme une figure d'intrigue, mais pour dénoncer la dissimulation qui a duré un demi-siècle et qui l'a protégé. Le silence qui a duré 49 ans a finalement été brisé. Mais ce qu'il révèle n'est pas une conclusion. C'est une vérité bien plus sombre, à savoir que la justice a été refusée non pas par hasard, mais intentionnellement. Le meurtre de Sandra Rivet n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'une conspiration du silence qui a duré près d'un demi-siècle. Après 49 ans, le mystère de Lord Lucan est enfin résolu. Et c'est bien pire que vous ne le pensez. Et ce n'est que maintenant, avec la vérité révélée, que nous pouvons commencer à comprendre le coût de ce silence. Un coût supporté non pas par Lucan, mais par la victime, par sa famille et par une société qui a choisi de protéger les puissants à tout prix. Lord Lucan a-t-il vraiment disparu à jamais, ou son évasion était-elle bien plus calculée que nous n'osions le croire? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous, et à la prochaine.